Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour une nouvelle vidéo qui va parler du Xperia Ion. Cette fois, on va s'intéresser à Android et à la surcouche développée par Sony. Alors déjà, Android oblige, nous avons une répartition de nos applications et de nos widgets sur plusieurs écrans d'accueil. Nous avons un total de 5 écrans d'accueil, donc qui vont nous permettre de regrouper nos éléments par catégorie afin de les retrouver plus facilement. Donc là, en l'occurrence, j'ai juste ajouté quelques icônes au premier écran d'accueil. Pour le reste, c'est du standard et on retrouvera donc ces widgets par défaut sur les mobiles. Ce qu'on peut préciser également, c'est qu'on a la possibilité de personnaliser ces écrans d'accueil comme on le désire. Donc là, on a plusieurs options. En fait, on a deux options. On va pouvoir soit ajouter des icônes pointant vers des applications, soit ajouter des widgets. Pour ajouter une application à un écran d'accueil, on commence par appuyer sur le bouton central du dock. Ensuite, on va mettre le doigt sur l'application de notre choix, comme ici Facebook. Et on va se retrouver face à l'écran d'accueil sur lequel nous étions. On relâche le doigt, l'icône est positionnée sur l'écran. Donc ça, j'ai envie de dire, si vous avez déjà touché à un androphone, vous ne devriez pas être pris au dépourvu. Ce qui est propre à la surcouche de Sony en revanche, c'est qu'on va aussi avoir la possibilité de gérer nos écrans d'accueil directement à partir d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si je place mon doigt sur une zone vide et que j'appuie pendant quelques secondes, là-haut j'ai une barre qui apparaît. Avec le bouton qui se trouve à gauche, je vais avoir la possibilité, j'ai pas été assez rapide, donc avec le bouton qui se trouve à gauche, je vais pouvoir changer le fond d'écran ou choisir un thème. Avec le bouton plus qui se trouve à droite, je vais avoir la possibilité cette fois d'ajouter des widgets directement sur l'écran d'accueil. Donc ça peut être assez intéressant. On a quand même, je dirais, quelques dizaines de widgets qui sont proposés et qui vont nous permettre d'accéder plus rapidement à certaines informations, donc à Twitter ou autre. Donc ça c'est quand même assez sympathique. Donc toujours dans cette petite barre d'outils, cette fois-ci en passant par le premier bouton, on va aussi pouvoir modifier le thème. Donc modifier le thème, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va changer l'apparence du téléphone. Donc on a plusieurs thèmes qui sont proposés par Sony. Concrètement, on retrouve toujours la même ambiance, un peu futuriste, un peu Tron, on va dire, mais avec des jeux de couleurs différents. Donc on pourra partir sur du gris, sur du bleu, sur du vert, sur du bleu foncé, du jaune, du rose, du mauve. Donc là on a vraiment l'embarras du choix, comme dirait l'autre, il y en a pour tous les goûts et c'est quand même assez sympa. Donc là je vais mettre le turquoise et effectivement je vois bien que on est sur du turquoise. Quoique il me semble qu'on était déjà sur du turquoise, mais peu importe. Que dire d'autre? Donc oui, toujours par rapport aux écrans d'accueil, on a un dock en bas qui nous permet d'accéder à quelques applications comme aux médias, au Play Store, à la messagerie ou au téléphone. Au centre, nous avons un bouton qui lui va nous servir à afficher toutes les applications installées sur le terminal. L'autre truc qui est assez intéressant, c'est bien évidemment le centre de notification. Donc là encore, on le retrouve sur tous les terminaux fonctionnant sous Android. C'est vraiment je dirais la clé de voûte de la plateforme. Tout ce qui se passe dans nos applications sur notre mobile apparaîtra ici. Donc on aura les notifications Twitter, les messages, on aura les mises à jour, on aura toutes les notifications qui peuvent être générées par les applications installées sur le mobile. Donc ça c'est quand même assez sympa. Donc au niveau toujours de la plateforme, en bas on a également ici une barre, donc ça j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo. C'est une barre qui contient 4 boutons sensitifs, donc ce sont des boutons qui sont propres à Android. Le premier nous permet d'accéder à un menu contextuel, le second ça va être pour partir sur l'écran d'accueil, la flèche ça va être pour revenir sur l'écran précédent, et la loupe pour lancer une recherche. Donc bon, c'est effectivement très sympathique. Maintenant, ce qu'il faut aussi noter, c'est que depuis Ice Cream Sandwich, les constructeurs ont la possibilité d'intégrer des boutons tactiles à la plateforme. Donc ils peuvent s'affranchir de ces boutons sensitifs ou même physiques. Et ce qui permet du coup de laisser plus d'espace pour l'écran. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on perd quelques centimètres de hauteur. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais préféré me retrouver vraiment face à des boutons tactiles. Bon, après, évidemment, chacun ses préférences là-dessus. Chacun voit midi à sa porte. Par rapport au widget de recherche, donc si je tape sur Google, je vais avoir une liste qui va apparaître avec les derniers sites consultés ou les dernières recherches lancées.
Donc si je tape par exemple une lettre, je vais avoir en dessous une liste, c'est de l'autocomplétion. Donc en gros, on a la plateforme qui va nous suggérer des applications et des recherches en fonction des caractères saisis. Là, j'ai écrité, donc je retrouve mes recherches, mon historique, une recherche qui vient de mon historique. 3 recherches qui sont conseillées par Google, bon, traduction TF1, Twitter, et puis ensuite des applications, donc Twitter, Talk et ainsi de suite. Puisqu'on est sur cette fenêtre, on peut aussi s'attarder un petit peu sur le clavier tactile. Donc c'est un clavier qui est très propre, qui est, je dirais, très précis. Bon voilà, ça me fait penser quand même pas mal à ce qu'on trouve sur iOS, mais en tout cas je le trouve très adapté et particulièrement ergonomique. Donc là, gros point positif. Toujours au niveau du widget dédié à la recherche, on a aussi un petit micro qui nous permet de partir sur la recherche vocale. Donc là, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Par défaut, on est déjà sur la langue française, donc j'ai qu'à appuyer sur OK et à parler pour pouvoir lancer une recherche. Donc là, en l'occurrence, comme je raconte un peu n'importe quoi, je pense que le terminal va avoir un petit peu de mal, mais bon, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, pas de miracle, on parle beaucoup, il a du mal à comprendre, et c'est vrai qu'au niveau des suggestions, c'est quand même pas génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, on va s'intéresser maintenant aux applications qui sont installées sur le terminal. Donc, au niveau des contacts, présentation plutôt claire, avec différents onglets qui vont nous permettre d'accéder aux contacts récents, au journal des appels et ainsi de suite. Là, en l'occurrence, comme j'ai pas paramétré tous mes comptes, il a du mal à retrouver ses petits. Que dire d'autre? Alors si, voilà. On va également avoir, le téléphone, j'ai quand même passé un peu dessus parce que ça reste un pavé tactile avec des numéros, donc ça on s'en moque un petit peu. La messagerie, pas la peine vraiment de s'y attarder. Le navigateur est assez sympathique. Bon, moi je préfère Chrome, personnellement. Après, c'est une question de goût. En tout cas, je trouve quand même qu'il est assez rigolo à utiliser. Interface minimaliste. On va pouvoir jouer avec plusieurs onglets. On va pouvoir faire quand même pas mal de choses et bon, je le trouve relativement rapide. Donc là-dessus, a priori, plutôt positif. Ensuite, nous avons Timescape. Alors Timescape, comment expliquer? Eh bien, c'est un petit peu en fait l'endroit où vous allez trouver toutes les notifications de vos différents réseaux sociaux. Donc là, en l'occurrence, il supporte essentiellement Twitter et Facebook. Je vais devoir commencer par m'identifier pour pouvoir l'utiliser. Donc là, bon, ça va être un petit peu long, mais il faut bien le faire. Hop. Voilà, donc je viens de m'identifier sur mon compte Twitter. Il s'est connecté. J'appuie sur terminer. Donc là, on a une présentation qui est quand même assez visuelle des flux de Twitter ou même de Facebook si on a configuré notre compte. C'est joli, c'est marrant. Maintenant, ça remplacera pas non plus un vrai client. Je trouve que l'application est quand même pas super ergonomique et super simple à utiliser. Et si vous avez vraiment beaucoup de messages, vous allez très vite vous y perdre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, nous avons, les réglages, on peut quand même aller y faire un petit tour rapidement. L'écran est plutôt joli, plutôt propre. On retrouve la plupart des options que l'on a sur d'autres terminaux. L'utilisation des données, par exemple, va vous permettre de savoir précisément ce que vous consommez. Donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas un forfait illimité. Ensuite, nous avons également, d'en plus, la possibilité de gérer le mode avion, les éventuels VPN. On pourra aussi activer le NFC, aller jouer avec les réseaux mobiles. Et puis après, on a tout ce qui concerne le paramétrage de l'écran, du son, du stockage, de la batterie, et ainsi de suite. Au niveau de la batterie, on a quand même un récap, ça c'est propre à la plateforme, mais on a un récap de tout ce qui consomme. Donc là on voit quand même que c'est l'écran qui consomme le plus, on s'y attendait un petit peu. On voit par exemple qu'il nous reste 75% de batterie, et puis ça nous permet finalement d'optimiser un petit peu l'autonomie de notre terminal en faisant attention à ne pas lancer n'importe quoi.
Dans le menu Xperia, nous allons avoir pas mal d'options qui sont propres à Sony, qui sont propres à la gamme Xperia. On va pouvoir gérer les options de connectivité et relier le téléphone à d'autres terminaux. On va pouvoir gérer aussi le Liveware. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'application qui va vous permettre, on va aller voir ce que c'est directement. En fait, c'est lié aux différents périphériques qui vont être connectés au terminal. Si je prends l'exemple de l'oreillette, on va avoir la possibilité de lui dire comment doit fonctionner la gestion de l'oreillette. On pourra donc associer une application à ce périphérique et la lancer automatiquement lorsqu'on mettra notre oreillette. Donc ça marche pour les oreillettes, pour les écouteurs, pour les chargeurs. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant puisque ça permet finalement de configurer certains automatismes au niveau de son terminal. Ensuite, toujours dans le menu Xperia, on a des infos sur l'utilisation, les réglages de Facebook, les réglages Internet. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Bon, on a évidemment les options consacrées au compte, pour paramétrer nos comptes et pour gérer la synchro. Même chose pour la localisation, la sécurité, la langue, aussi la saisie, donc au niveau du clavier virtuel. Et puis après, les options d'ATR, accessibilité, et ainsi de suite. Ensuite, alors nous avons un guide de configuration aussi, donc ça c'est assez sympa. En 8 étapes, ils vont nous permettre, ce guide va finalement nous permettre de configurer notre terminal, configurer la connexion Wi-Fi, configurer nos comptes et ainsi de suite. Donc ça, c'est un assistant qui se lance au premier démarrage du terminal. Ce qu'on n'avait d'ailleurs pas vu, il me semble, dans ma vidéo précédente, parce qu'il y avait un blocage assez étrange sur le terminal, qui faisait que sans carte SIM, l'assistant ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Voilà, c'est une espèce de protection. Ensuite, le Play Store, je vous passe. Les albums, donc les photos. Donc là, c'est aussi assez visuel. Je trouve ça plutôt joli, plutôt bien fait. Bon, ça mélange photo et vidéo, donc je trouve ça assez clair pour s'y retrouver. On a aussi une carte, là en l'occurrence comme j'ai rien localisé, ça marchera pas, mais sur cette carte virtuelle on pourra avoir tous les endroits où on a pris des photos. Donc ça c'est assez drôle je trouve. Dans l'onglet en ligne on n'a rien, puisque ça je crois, si je ne me trompe pas, que ça marche avec le Play Memories Online, et donc ce sont les photos qui sont stockées sur notre compte Play Memories, compte Sony. Ah si, il me retrouve. Donc il me retrouve Picasa. Donc déjà ça c'est intéressant. Donc il se connecte bien via mon compte Google à mon compte Picasa. Et je pense qu'on doit aussi après avoir tout ce qui est Play Memories Online et éventuellement Flickr. Ensuite, l'agenda. Écoutez, l'agenda c'est assez traditionnel, c'est plutôt minimaliste. On retrouve l'interface, la même interface que sur la Xperia Tablet S. Donc affichage par mois, semaine ou jour. Il va automatiquement nous récupérer nos différents calendriers. On pourra créer un événement si on le désire, gérer des rappels, gérer la périodicité de notre événement. Toutes les options finalement qu'on trouve sur ce type d'application. L'application consacrée au mail, je ne l'ai pas utilisée parce que je n'ai pas configuré mon compte dessus, donc je peux pas vous en dire plus. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'après, moi, les applications qui sont nativement installées sur les terminaux, ça me laisse assez perplexe, puisque de toute manière, rien ne vaut les applications qu'on récupère directement sur Google Play. Bon, c'est vrai que Gmail est quand même très bien foutu sur Android, alors pourquoi aller s'enquiquiner à utiliser l'application du constructeur? Telle est la question. Donc après on a aussi la suite McAfee qui est installée sur le terminal. Bon, on a un utilitaire de sauvegarde, on va avoir aussi un outil pour gérer les notes. Donc notes écrites, écrites au clavier virtuel. Donc là c'est quand même moins complet que sur le S-Note de Samsung. Et on retrouve une application similaire à celle que l'on a sur iOS. Ensuite. Alors oui, le Waze Pilot, je n'ai pas parlé, parce que, pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas vraiment testé. Je n'ai pas eu le besoin, disons. Donc là, je le configure, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc là, poum, terminé. Voilà, donc c'est une appli de GPS, tout simplement. Donc on va pouvoir
chercher des localisations. Donc là par exemple je vais chercher, je sais pas moi, un lieu. Je vais aller chercher un hébergement, un hôtel. Donc là, comme j'ai pas activé la localisation, il repart sur ma dernière position. Il m'affiche une liste, ça c'est assez bizarre parce qu'il m'affiche des trucs qui se trouvent à Stockholm. Oui, pourquoi? Je n'en sais rien. Alors peut-être que le mobile a pas mal voyagé, c'est fort possible, parce que là du coup il me localise pas vraiment en France et pas vraiment chez moi. Donc là, oui, à mon avis, je pense que le mobile a dû faire le tour du monde. Bon, concrètement, cette application vous permet d'avoir tout simplement des infos sur les lieux qui vous entourent, les commerces, et c'est quand même assez pratique quand on se promène dans un coin qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on a une autre application qui peut valoir le coup d'être présentée? Bon, les films, hein, c'est comme la galerie photo, sauf que c'est pour les films, forcément. Mais là en l'occurrence j'ai pas de film. Ça ce sont des applications que j'ai installées, donc ça n'a aucun intérêt pour vous. Et puis oui, donc les appareils connectés, on va quand même en parler un petit peu. Alors ce qui est intéressant avec Sony, c'est que le constructeur cherche à rationaliser en fait notre environnement domestique en interconnectant finalement tous les terminaux qui font partie de notre vie. Donc ça peut comprendre, ça comprend les smartphones, les tablettes tactiles, les télévisions, les ordinateurs et ainsi de suite. Et c'est vrai que ce qui est assez fort, c'est qu'à chaque fois sur les terminaux du constructeur, on retrouve des applications qui nous permettent d'accéder à d'autres supports. Donc là en l'occurrence, je vois le PS3 Media Server qui est installé sur mon iMac et qui contient donc mes films de vacances. Je ne vous les montrerai pas parce que cela ne présente pas un grand intérêt, dirons-nous. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est assez sympa de penser en termes de connectivité. Et je pense d'ailleurs que le constructeur gagnerait à aller encore un peu plus loin. Donc voilà pour cette présentation assez succincte. Alors j'ai pas tout détaillé, c'est vrai. Je me suis intéressé au principal. Et maintenant, vient le moment du verdict. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Sincèrement, je trouve que la Xperia Tablet S va beaucoup plus loin que le Ion. Moi, je préfère les surcouches Sony sur les tablettes que sur les smartphones. Bon, après, c'est un point de vue subjectif, bien évidemment. Pour le reste, le téléphone est rapide, il est réactif. C'est pas non plus un foudre de guerre parce que c'est un processeur double cœur, mais il s'en tire bien dans la plupart des situations. Je le trouve plutôt commode à utiliser si, je sais pas moi, si on prend l'exemple de Madame Michu qui débarque, qui passe chez son opérateur, qui récupère un Ion et qui rentre chez elle, je pense qu'elle aura pas trop de mal à l'utiliser. La surcouche est plutôt bien pensée, visuellement elle est chouette. Donc c'est un bon mobile. Alors c'est pas mon coup de cœur, hein, je vous le dis franchement. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé la Xperia Tablet S, j'ai beaucoup aimé aussi évidemment le Note 2. Là le Ion, oui, il me plaît, mais il va pas non plus me laisser un souvenir impérissable. Je trouve que c'est un bon mobile, qui est robuste, qui est véloce, mais j'aurais aimé quand même avoir un peu plus de fantaisie au niveau de la surcouche. J'aurais aimé que Sony se lâche un petit peu plus là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo sur le Ion. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur la Fred Zone. Ciao!